Président de la République, Félix Antoine, a mis fin au mariage entre les FCC et les CACH. Il a pris un certain nombre d'actes. Et nous allons donc essayer de décortiquer ces discours. Est-ce que les actes pris par les chefs de l'État sont constitutionnels ou non? Et nous allons le savoir. Et pour ce faire, nous avons avec nous sur ce plateau Maître Eboma Ablavi Michel. Il est conseiller principal du chef de l'État au collège Mines et Énergie. Bonjour Maître. Bonjour monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Comment vous sentez-vous 3 jours après l'adresse du chef de l'État? Je me sens donc tout à fait bien, je dirais même comme un poisson dans l'eau, parce que le chef a parlé et les lignes ont bougé. Et je peux vous dire que les lignes continueront à bouger jusqu'à ce que le peuple se retrouve entièrement, parce que les actions du chef donc de l'État sont, n'est-ce pas, orientées vers l'intérêt suprême du peuple, lequel, là, donc, n'est-ce pas, mis là où il est, au sommet de l'État, pour servir aux intérêts du peuple. Donc nous sommes très heureux de l'adresse de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le chef de l'État a mis fin à la coalition FCC-CACH. Est-ce qu'il a mesuré la portée de cette décision? Mon cher ami journaliste, c'est le chemin, n'est-ce pas, auquel le chef de l'État devait emprunter et arriver. Pourquoi? Je suis membre du cabinet du chef de l'État. Donc, ma mission comme conseiller principal est celle de suivre l'action du gouvernement dans les domaines qui sont les miens. Je dirais dans les domaines des mines, les mines et l'énergie. Et dans l'électricité et l'eau. Eh bien, la plupart des membres du gouvernement étaient là en réalité pour bloquer, pour empêcher, pour mettre les bâtons dans les roues des actions de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Bloquer, ça veut dire quoi, Maître Ablavi? Soyez un peu clair. Bloquer, empêcher, est-ce qu'on peut empêcher un chef de l'État à mener son action? Oui, dans le régime qui est le nôtre, où c'est le gouvernement, après avoir, n'est-ce pas, décidé du programme du gouvernement avec le chef de l'État, ce sont les membres du gouvernement qui se mettent en action pour exécuter la vision du chef de l'État matérialisée par le gouvernement. Mais lorsque la plupart des membres du gouvernement ne veulent pas exécuter, matérialiser la vision du chef de l'État, le mot est simple, on parle d'un blocage, ou mieux, on parle d'un sabotage. Vous avez vu avec ce qui s'est passé dans la gratuité de l'enseignement. Nous avons des dossiers. Mon cher ami journaliste, je vous donne un exemple. Le chef de l'État va en mission pour discuter, négocier des mesures sur la défense nationale, mieux sur l'armée nationale. Eh bien, il devait se faire accompagner d'un membre du gouvernement concerné. Tout naturellement le ministre de la Défense nationale. Mon cher ami, je vous dis que le président arrive donc à l'aéroport de Ndjili pour prendre son avion et le protocole informe le président que ce membre du gouvernement intéressé dans cette mission n'est pas encore là. On l'appelle, il prend le téléphone, il dit « je suis en route ». Le chef de l'État, élégant qu'il est, simple, il dit « ok, comme il est empêché, nous attendons 15 minutes, 20 minutes ». On rappelle ce membre de gouvernement, son téléphone ne passe plus. Parce que sur le chemin, il a reçu des appels occultes, l'interdisant de faire le voyage avec le président parce que il voit très mal que le président puisse réussir au niveau de la défense. Alors pourquoi avoir les exemples sont les gens, je sais que vous allez les donner, mais nous sommes avec vous. Et pourquoi avoir attendu si longtemps, 2 ans après? D'ailleurs, dans les discours du chef de l'État, il a parlé de 2 années de grâce. Mon cher ami, la patience est amère, mais son fruit est délicieux. Eh bien, le chef de l'État étant père de la nation, le symbole de l'unité nationale, il a pris son temps par la pédagogie,
je mets à défi les membres du gouvernement que le chef de l'État a appelé et a parlé avec eux personnellement en disant: Monsieur le ministre, vous êtes là pour l'intérêt du peuple et non pour vos intérêts partisans et égoïstes et mesquins. Le chef de l'État a parlé avec plusieurs ministres. Ils sont là, ils nous écoutent, ils m'écoutent. Le chef de l'État a parlé avec eux. Et le chef de l'État a dit, à qui voulait le croire et l'entendre, il dit: je sais que parmi les membres du gouvernement, il y en a à qui on a fait signer des documents pour rester fidèles, obéissants à l'œil, au doigt, au pied, à ceux qui ne sont plus au pouvoir. Donc des actes d'engagement et d'obéissance, de loyauté qui ont été signés, qui ont été faits signer aux membres du gouvernement. Absolument, le chef de l'État l'a dit. Et lorsqu'il parle, il faut le croire. Parce que c'est le Congolais le mieux informé de tous. Voilà, donc, mon cher ami. Et je vais enchérir pour que nous puissions comprendre le rôle qu'est appelé à jouer le chef de l'État, le président de la République. L'article 69 de la Constitution. Je vais le lire. Le président de la République est le chef de l'État. Lorsqu'on vous parle de l'État, que ça dire? L'État en droit se définit comme une personne morale de droit public soumis aux droits qu'il crée, aux lois qu'il crée. Cette définition est du doyen de la faculté de droit de l'université de Paris 1, Sorbonne, Maurice Auriou, dans la Constitution. L'État est constitué de 3 éléments: le territoire, la population et la puissance publique, ou mieux le gouvernement, ou mieux l'administration publique. Et l'article dans 69 vous dit: c'est le président qui est le chef de l'État. L'État avec ses démembrements, le territoire, celui qui est le chef du territoire, de tout le territoire de la RDC, c'est le président public. C'est qui? C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui est le chef du territoire. C'est lui qui est le chef de toute la population. C'est le président de la République. C'est le président qui est le chef de l'administration publique, au terme de l'article 69 de la Constitution, qui dit le président de la République est le chef de l'État. Et le droit nous dit que l'État est composé de 3 éléments: le territoire, la population et la puissance publique. Sur pied de cet article, en réalité, le véritable chef du gouvernement sur pied de cet article, c'est le président de la République. Parce que le président, c'est lui qui convoque et préside le conseil de ministres. Il ne peut déléguer ce pouvoir au Premier ministre qu'en cas d'empêchement. Que les choses soient bien claires. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Vous voulez donner beaucoup de pouvoir au chef de l'État que la Constitution ne lui en donne, parce que le Premier ministre est chef du gouvernement. Mon cher ami, je vais m'inspirer de la Bible qui dit: on vous mesurera avec la même mesure que vous êtes servis pour mesurer les autres. La Constitution ici, nous à l'UDPS, en 2006, nous avions dit non. Nos amis en face ont fait le tour de ce pays pour vanter les mérites de la présente Constitution. La Constitution de 2006. De 2006. C'est cette Constitution qui donne des pouvoirs exorbitants au président de la République. L'article 69. Eh bien, ce n'est pas l'UDPS, c'est la Constitution. Cet article continue en disant: le président de la République, il veille au respect de la Constitution. C'est le seul à qui la Constitution a donné un mandat constitutionnel de veiller au respect de la Constitution. Ceux qui s'improvisent comme des veilleurs au respect de la Constitution doivent commencer par lire l'article 69. Il n'y a que lui qui est là pour veiller au respect de la Constitution. Je vais aller toujours dans cet article
qui donne, comme le dit le professeur de droit administratif belge, André de Lobadère. En droit administratif, il s'agit des pouvoirs exorbitants. Ce n'est pas nous, mon cher ami. Ce n'est pas l'UDPS. C'est ceux encore moins le cas. C'est la Constitution. D'où Alex, c'est Lex. La loi est mauvaise, peut-être mauvaise, c'est la loi. Elle s'applique comme telle. Les pouvoirs publics, que ça dit? L'administration publique, l'administration militaire et autres, tout ce qui est pouvoir public, celui qui assure l'arbitrage pour le fonctionnement régulier, c'est le président public. Et la Constitution va loin. On fait de lui l'arbitre du bon fonctionnement des... Dans 68 sites. Les institutions de la République sont 1. Le président de la République, 2. Le Parlement, 3. Le gouvernement, 4. Les cours et tribunaux. Donc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est l'arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. L'arbitrage est un terme du droit civil des affaires que le droit a emprunté pour coller à la Constitution que nous avons ici. De ce fait, le président peut arbitrer le fonctionnement régulier du Parlement, des cours et tribunaux, du gouvernement. Ce sont les pouvoirs que la Constitution donne au président. Alors ceux qui s'improvisent juristes pour dire des choses qui ne cadrent pas avec la loi, nous on ne les suit pas. La séparation de pouvoir intervient dans le fonctionnement. Ce n'est pas le président qui instruit les affaires judiciaires. Ce n'est pas le président qui préside les plénières de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Le président de la République, dans son adresse à la nation, l'adresse du 6 décembre, qui est consécutive justement à la convocation de consultation, le 23 octobre dernier, et le 2 novembre, les consultations ont commencé. À l'issue des consultations, comme il avait promis lors de son discours de 6 minutes, qu'il allait revenir vers le peuple pour lui donner les résultats, les conclusions de ces consultations. Les conclusions sont là. Le président a pris un certain nombre d'actes. Il a annoncé la mise sur pied d'une union sacrée de la nation. Et beaucoup de voix se sont élevées, et il a aussi annoncé la désignation dans les tout prochains jours d'un informateur, que ce sont des actes qui sont inconstitutionnels. Comment on peut désigner un informateur pendant que le gouvernement est en place, le Premier ministre n'a pas encore démissionné, et vous annoncez la désignation d'un informateur? N'est-ce pas violer intentionnellement la Constitution? Votre réaction? Oui, je crois que lorsque le président s'adresse à la nation le 23 décembre, il a voulu porter officiellement les dysfonctionnements au sommet de l'État. Vous voulez parler du 23 octobre? 23 octobre 2020. Il dit, nous avons des divergences persistantes en ce qui concerne la diplomatie, la désignation des animateurs des établissements publics, en ce qui concerne le processus électoral. Il a dit, mes actions sont dérangées par certains membres du gouvernement issus des FCC. Il a fait ce constat. Il dit alors, comme je dois me décider dans mes prérogatives du président de la République, je vais consulter mon peuple. Je vais consulter les forces sociales et politiques les plus représentatives. C'est ce qu'il a fait. Il les a consultés, il les a écoutés, il les a entendus, il a discuté, échangé avec eux. Il avait déjà annoncé la création d'une union sacrée pour la nation. Au fait, il fait appel à tous les Congolais de venir autour de lui pour sauver ce pays, qui est le nôtre, on n'a pas deux. Pour sauver ce pays. Et les Congolais, la fibre patriotique a bougé. Ils sont venus. Donc vous avez vu, les politiciens, les grands leaders sont venus autour du chef de l'État. Ceux qui ont le souci de ce pays sont venus. Ils disent, voilà, nous sommes d'accord, nous marchons avec vous pour l'union sacrée. La création d'une union sacrée pour la nation viole quel
dispositions de la loi. Parce qu'il y a déjà une majorité qui existe, on n'a pas encore détecté cette nouvelle majorité. Le président a parlé d'une majorité qui s'effrite, mais il fallait un informateur pour désigner justement, détecter cette nouvelle majorité. Mon cher ami journaliste, lorsque vous suivez l'histoire politique de notre pays et ailleurs, une majorité peut basculer au cours d'une législation. Je vais donner nos exemples ici. Nous sommes à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. La majorité de 2006 et 2007 était une majorité du MLC. Qui est à l'opposition. Et alliés. Ils ont élu le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'était occupé par les députés du MLC. Mais lorsqu'ils arrivent pour élire le gouverneur de la ville, la majorité bascule. Et cette majorité a élu maintenant un gouverneur du parti qui était minoritaire. En droit, la majorité a basculé. Nous sommes au Sénat de 2007. Monsieur Che Okitundu, membre du parti de M. Joseph Kabila, qui avait comme challenger Kengo Wadondo. En face de lui, Kengo Wadondo, anciennement appelé Léon Lubitsch, de l'opposition, se présente. La majorité était pour nos amis, n'est-ce pas, de ce camp, donc du PPAD. Au moment du vote, la majorité bascule, va vers M. Kengo Wadondo, qui était présenté par l'opposition. Alors, les juristes qui voient clair, constate que la majorité peut basculer. Et le chef de l'État, lorsqu'il vous dit la majorité s'est effritée à l'Assemblée nationale, il faut le croire. Parce que c'est le Congolais le mieux informé. La preuve, hier nous avons vu au sein de l'Assemblée nationale, lorsqu'on a mis en place le bureau provisoire, lorsqu'on fait le décompte de ceux qui soutiennent le départ du bureau Mabunda, ils sont à 270. D'ailleurs, c'était plus à 294. Voilà un cas patent du basculement de la majorité. Comme le chef de l'État, l'article 69, il veille au fonctionnement régulier des institutions. Il dit dans ce cas, comme dont la majorité a basculé, vacille, je dois identifier quelle est la majorité qui est au sein de l'Assemblée nationale. Maître Ablavi, je vous retiens, nous sommes avec vous, nous sommes en train de décrypter justement l'adresse du chef de l'État à la nation, l'adresse du 6 décembre dernier, au cours de laquelle le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris un certain nombre d'actes que nous analysons avec vous, leur caractère constitutionnel ou inconstitutionnel, et vous donner des arguments. Mais avant cela, je vous convie à suivre cette chronique sur les différentes personnalités qui ont défilé auprès du premier citoyen de la République, qui ont rencontré les chefs de l'État lors des consultations. Voulues inclusives, les consultations ont permis au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'échanger directement avec les acteurs politiques et sociaux de toutes tendances. Les décisions présidentielles qui découlent de la compilation des vœux exprimés par les uns et les autres trouvent un écho favorable au sein de l'opinion et de la classe politique. De manière spontanée, des scènes déliées ont été observées un peu partout en signe de soutien au chef de l'État. Acteur politique de premier rang rentré au pays grâce à la politique d'ouverture du chef de l'État, Moïse Katumbi Tshappo s'est exprimé à travers un tweet. Le président de la République vient d'apporter une réponse claire et précise aux attentes du peuple congolais, a écrit Moïse Katumbi, avant de poursuivre que je salue son courage et sa lucidité. J'appuie sa volonté de placer la population au cœur de ses préoccupations et de chercher les voies et moyens de répondre à ce besoin, a écrit le président d'Ensemble pour la République. Président national du MLC formation politique du top 5 des partis politiques les mieux implantés au pays, Jean-Pierre Bemba Gombo n'a pas non plus caché son sentiment. Dans un communiqué officiel, le MLC dit avoir suivi avec attention l'adresse du président de la République à la nation à l'issue des consultations présidentielles, dont la détermination et la fermeté sont appréciées. Dans ces mêmes communiqués officiels, les mouvements de libération du Congo
partage les préoccupations exprimées lors de ces consultations telles que les déclinées par les présidents de la République, partant de la paix et de la sécurité en passant par les renforcements de la démocratie et l'état des droits, la crédibilisation du processus électoral, l'indépendance et la bonne administration de la justice, l'amélioration des finances publiques et du climat des affaires, la planification du développement et construction de nos infrastructures, l'emploi des jeunes, la promotion de l'émergence d'un Congo nouveau, jusqu'à la promotion des droits de l'homme. Force politique avec un fort ancrage dans toutes les provinces, la FDC de Modeste Bahati Lukwebo se range en première ligne pour le bateau Union sacrée pour la nation. Beaucoup de nos propositions ont rencontré également l'assentiment de son Excellence Monsieur le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce sens que, en tout cas, à 90% de nos propositions, nous nous sommes retrouvés. Je l'espère également que c'est également pareil pour la population. Le chef de l'État lui-même a rappelé les dispositions de l'article 78 de la Constitution quant à ce qui concerne la nomination d'un informateur. En fait, c'est ce qu'on appelle en comptabilité la régularisation. On n'a fait que régulariser une procédure qui était irrégulière. Parce que lorsqu'on a constaté la majorité, on n'a pas respecté les dispositions de la Constitution, en particulier l'article 78. Et donc, il n'est jamais tard pour mieux faire. C'est ce que le chef de l'État a fait. Il s'est conformé à la Constitution en décidant de désigner un informateur. Donc, pour nous, c'est tout à fait normal et c'est cela que nous souhaitons en tant que force politique légaliste. Nous pensons que tous les autres commentaires, ce sont des commentaires politiciens, mais si l'on se réfère à la Constitution, on est sur la bonne voie, le chef de l'État est sur la bonne voie. D'autres acteurs non moins importants de la scène politique sont prêts à accompagner le président de la République dans ces tournants de la vie politique nationale. Ils n'attendent que la nomination de l'informateur. Maître Ablavi Michel, votre réaction à chaud? Mais je crois que les images ont parlé. Vous avez vu, les forces politiques significatives, réelles, n'est-ce pas, sont venues à l'appel, ont répondu à l'appel du chef de l'État. Qui peut méconnaître la présence du MLC dans ce pays? Qui peut méconnaître la présence de l'ensemble de Moïse Katumbi? Qui peut méconnaître la présence de l'AFDC de M. Modeste Bahati? Mais le chef de l'État veut l'union sacrée de la nation, mais il y a des acteurs politiques aussi importants qui sont en marge de cette union. Lesquels? Je fais allusion ici aux membres de la Mouka, notamment Fayulu Mouzito. Mais la Mouka est démembrée. Les gros poissons de la politique qui ont composé donc la Mouka se sont retirés. Et ceux-là qui sont restés, ce sont de... Ben, c'est comme en boxe. En boxe, il y a des poids lourds, des poids moyens et des poids légers. Les gros poissons. Les poids lourds moyens sont partis, et bien le ring est resté avec des poids légers, ce qui ne nous intéresse pas. Ok, une autre question, parmi les actes pris par le chef de l'État, c'est... Parlons un peu de l'informateur. Voilà. Informateur. L'informateur est une notion qui nous vient de loin, qui nous vient de la Constitution française de 1958, avec comme doctrinaire M. Maurice Oriou, un juriste patenté. L'informateur est cette personnalité politique qui vient pour détecter la majorité. À quel moment doit-il être désigné? Je vais vous lire la Constitution. Nous sommes à l'article 78. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Or, la démission n'est pas encore présente. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. Mon cher ami, c'est le droit.
les non-juristes devraient en principe s'abstenir de s'approcher de la Constitution pour l'interpréter. Nous sommes ici avec la loi sur les partis politiques, et la loi dit que ce sont les partis politiques ou les regroupements de politiques qui concourent à la manifestation du suffrage. Et au sein de l'Assemblée nationale actuelle, nous n'avons que soit des députés élus à titre d'indépendants ou les députés élus sur la liste d'un parti politique ou encore les députés élus sur la liste d'un regroupement politique. Le comptage fait, aucun parti politique, aucun regroupement politique n'a pu atteindre la majorité absolue, c'est-à-dire 251 sièges. Dans ce cas, en principe, on recourt à un informateur. Mais je veux revenir sur l'acte de nomination du Premier ministre. Nous étions en face le CACH et le FCC. La désignation ou le repérage de la majorité s'est fait sur base conventionnelle. C'est-à-dire, un arrangement. Le FCC et le CACH se sont dit, voilà, nous avons déjà la majorité. Les partis qui sont avec nous, nos regroupements politiques et, n'est-ce pas, nos partis avec les élus sur cette liste, et le CACH dit, nous avons l'UDPS, les alliés de l'UDPS et l'UNC, nous connaissons les députés élus sur nos différentes listes. Lorsque nous faisons l'addition, on n'a plus besoin d'informateurs. Parce que nous avions repéré la majorité de manière conventionnelle. Donc voilà, après le repérage de cette majorité-là, les deux forces de politique se sont présentées devant le président de la République, dit voilà, nous la majorité, nous sommes là, nous sommes repérés de manière conventionnelle. Et le chef de l'État prendra sa plume pour signer l'ordonnance portant nomination d'un Premier ministre. Mais avec l'évolution du temps, nous, à l'UDPS, nous disons que nos amis en face n'étaient pas sincères, avaient porté des masques. Et au fil du temps, les masques commençaient à tomber. Nous avons vu que nous avons fait la confusion. Lorsqu'on a vu les vrais visages des uns et des autres, ça nous a fait peur. Des visages qu'on ne connaissait pas. Et vous avez dit que le FCC, ce n'était pas la femme idéale que vous vouliez. Et donc le FCC n'est pas un partenaire idéal pour reconstruire ce pays. Je vous le dis, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Parce que si nous voulons éventer le boa ici, le procureur général près la Cour de cassation se mettra en mouvement. Se mettra en mouvement. Mon cher ami, ce pays a été pillé. Pillé, je pèse dans mes mots. Mais très à Blavi, attardons-nous un peu sur cette question-là. C'est vraiment je reviens. Parce que vous avez dit que ce pays a été pillé. Oui. Les mêmes acteurs politiques qui ont travaillé avec les régimes passés, oui. 18 ans avec Kabila, c'est les mêmes acteurs politiques que le chef de l'État a consultés. Tout naturellement, ils vont rentrer aux affaires. Nous avons suivi un reportage. Moïse Katumbi a travaillé avec Kabila, il a été gouverneur. Jean-Pierre Bemba, dans 1+4, il a travaillé avec Kabila. Et ce sont les mêmes acteurs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ils se présentent devant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de consultations. Ils veulent apporter leur contribution, leur pierre à l'édifice. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, si jamais ils rentrent aux affaires, ils vont changer? Parce que ce sont les mêmes gens. Mais je crois que le président de la République ne dira pas, comme l'ancien président, en avouant qu'il n'a pas pu changer de la mentalité des Congolais. Le président Tshisekedi veut changer la mentalité des Congolais et va changer la mentalité des Congolais en laissant la justice faire son travail. Si des politiciens de quelque bord que ce soit se retrouvent en difficulté avec la loi pénale, eh bien, ces hommes-là, ces femmes-là, passeront devant les cours et tribunaux. Je vous dis la vérité, dans le régime du président Tshisekedi, finit le règne de l'impunité. Là, c'est l'état des droits maintenant qui en marche. Absolument. Absolument. Je vous dis, mon cher ami, l'affaire de Gopas, la justice
doit nous dire ce qui s'est passé. Donc l'affaire de Bukangalozo, la justice doit nous dire ce qui s'est passé. L'affaire des passeports les plus coûteux du monde, la justice devra nous dire ce qui s'est passé. La surfacturation de l'immeuble intelligent, l'immeuble du gouvernement, la justice doit nous dire. Donc vous avez décidé de fouiner dans le passé. La justice, je vous dis la justice, je ne parle pas du gouvernement ni du président, la justice. Vous savez que le compte du trésor public, l'argent de Congolais, est sorti 2 fois pour la construction des bureaux de service du président de la République dans l'ancien régime. Cet argent a été détourné 2 fois. Mais nous devons savoir, les détourneurs, ils sont en face, ils me regardent, ils se connaissent. Croyez-moi, la justice devra passer par là. Mais vous ne devez pas dire que l'enfer c'est les autres, parce que même dans le camp de la famille présidentielle, du nouveau président, il y a eu des... Vous vous rappelez, pendant que le gouvernement attendait d'être publié, c'est les chefs de l'État actuel qui avaient les manœuvres justement. Ce sont ses proches collaborateurs, d'où le procès 100 jours avec Vital Kamerhe. Il n'y a pas que des saints dans les camps présidentiels. Mais mon cher ami, vous le dites aussi bien, c'est pourquoi je vous aime bien. Le procès 100 jours est un exemple patent de l'instauration d'un état de droit. C'est pour la première fois au Congo, en Afrique, qu'un directeur de cabinet du chef de l'État soit traîné devant les cours et tribunaux. Un procès public, que moi je dirais équitable parce que je suis avocat. Vous savez, j'en parle ici. Donc, Monsieur Vital Kamerhe est un grand frère pour moi. Mais lorsque j'ai vu le jugement, ce jugement-là est très motivé. Je n'entre pas dans la procédure, mais si il n'est pas d'accord avec ce jugement, eh bien, les voies de recours lui sont offertes. Il a fait appel, je crois. Donc, mon cher ami, que ce soit au cabinet du président, même moi qui vous parle, si je me retrouvais en difficulté avec la loi, la sanction s'appliquera sur moi. Et puisque vous parlez des Kamerhe, justement, sa santé ne fait que s'est dégradée. Et plusieurs fois, il a demandé qu'il soit évacué pour suivre des soins appropriés à l'étranger. Mais il ne semble pas trouver un écho favorable. Mais je crois qu'au nom de l'instauration de droit et de la séparation de pouvoir, ce problème-là est purement judiciaire. En droit, il y a ce qu'on appelle le régime pénitentiaire. En France, vous avez ce qu'on appelle là-bas le juge d'application de la peine. Ici, c'est le parquet qui instruit comme juge d'instruction, qui soutient l'accusation comme le magistrat du parquet et qui fait exécuter la peine comme ministère public. En France, on a séparé. Cette question relève du pouvoir judiciaire et non du pouvoir exécutif. Donc voilà. Donc c'est la justice de trancher. Absolument. De chuter, mais je voudrais qu'on revienne sur ce qui s'est passé hier à la nationale. Il y a une pétition contre le bureau Mabunda et hier le bureau d'âge ou le bureau provisoire a été installé. Ce sont des signaux qui ne trompent pas, que la majorité tant souhaitée par le chef de l'État est en train de se dessiner. Je vais vous répondre avec plaisir, mais en passant par l'informateur. Vous avez posé une question intéressante sur la désignation de l'informateur. Je venais de vous dire qu'à l'époque, la désignation du Premier ministre s'est faite de manière conventionnelle entre le FCC et le CACH. Mais avec le temps, nous avons compris que cette convention ne marchait pas bien. Les clauses ne sont pas respectées et le président a mis fin à cette convention. Pour dire l'alliance, l'accord entre le FCC et CACH a pris fin. Il n'existe plus. En droit, il est inexistant. De ce fait, étant donné que le Premier ministre est le fruit et le rejeton de cet accord et que l'accord n'existe plus, eh bien, le Premier ministre est dans le vide.
Ce qui fait que le président dit, comme la majorité s'est effritée, l'accord FCC-Cash n'existe plus, le Premier ministre est dans le vide, il le flotte. Voilà, je dois désigner un informateur pour déceler, pour repérer une nouvelle majorité, la majorité au sein du Parlement. L'informateur, lorsqu'il sera désigné, le gouvernement, en ce moment-là, sera réputé démissionnaire. Il y a une différence entre un gouvernement démissionnaire et celui qui est réputé démissionnaire. Le gouvernement démissionnaire est la situation d'un gouvernement où le Premier ministre dépose sa démission au Premier ministre. En ce moment-là, président de la République. Au président de la République, lorsque le Premier ministre dépose sa démission au président de la République, en ce moment-là, son gouvernement est démissionnaire. Mais lorsque le gouvernement doit partir par un fait extérieur à lui, comme c'est le cas, on dit le gouvernement est réputé démissionnaire. C'est le cas lorsque le Premier ministre fait l'objet sur pied de l'article 147. Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le gouvernement est réputé démissionnaire. La notion de censure est un événement extérieur au gouvernement, mais qui le met en difficulté. En ce moment-là, le gouvernement n'est pas démissionnaire, mais est réputé démissionnaire. Les effets sont les mêmes, mais la nuance est de taille. Alors, c'est le cas aussi, mon cher ami, oui. Lorsque le président désigne un informateur pour repérer la majorité en vue de la formation d'un gouvernement, d'un nouveau gouvernement. En ce moment-là, le gouvernement en place est réputé démissionnaire. Ce qui sera le cas dans les très prochains jours lorsque le président de la République va désigner l'informateur. Le gouvernement de M. Sylvestre Ilunkamba sera réputé démissionnaire. De ce fait, il va expédier les affaires courantes. Voilà, dans le tableau. Ok, nous allons donc, je pense que c'est clair, il n'y a pas de commentaires là-dessus. Quel sera l'essor du gouverneur de province? Parce que, vous le savez, sur les 26 gouverneurs, 24 sont du FCC, je pense 24 ou 25, 2 sont du cash. Quel sera leur sort? Parce que le mariage vient de prendre fin. Dans l'entretemps, toutes les provinces sont dirigées par le FCC. Je vous donnerai raison 9 mois avant ou 6 mois avant. Mais actuellement, le tableau que vous présentez n'est pas réel. Plus de la majorité des gouverneurs des provinces sont avec le président de la République. Bon, les masques sont tombés. Mais je vous le dis, je sais de quoi je parle. Je peux les citer si vous voulez. Non, merci, épargnez ça. C'est pour vous dire que le décompte est que nous sommes autour de 15 ou 16 gouverneurs qui sont derrière le chef de l'État. Parce qu'ils se sont rendus compte, voici le moment où l'UDPS est au pouvoir. C'est le moment où nous devons reconstruire. Une question de curiosité. Les basculements de la majorité, comme vous l'avez dit, c'est l'effet de la fibre parce que les gens se sentent congolais, ils se sentent intéressés par leur pays, ou bien c'est l'effet d'argent parce qu'il y a une certaine opinion qui crie sous le toit en disant que l'argent a circulé, la corruption, les billets des banques, des espèces sonnantes et trébuchantes ont circulé, on a soudoyé les députés. Mon cher ami journaliste, vous savez, à l'UDPS, nous maîtrisons les limites de l'argent. Nous avons vu les gens quitter l'opposition pour aller au pouvoir. Tous ont échoué. Ils ont peut-être eu des biens matériels, mais ils ont échoué. Et l'UDPS, sans argent, nous sommes au pouvoir avec le peuple. Ce n'est pas aujourd'hui que l'UDPS va mettre de l'argent en avant. Donc nous n'en avons pas. C'est l'argent du pays. La fibre patriotique, le nationalisme. Le Congolais n'oubliera jamais son pays. Merci, la fibre patriotique à jouer. Voilà. On en tient pour dit. Nous allons suivre donc un extrait du nouveau président, n'est-ce pas?
du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, le bureau d'âge, Christophe Kodian-Mpwanga. Il a pris sa première parole hier devant, entre guillemets, cette nouvelle majorité. Suivez. Chers collègues, la liste de présence présentée par nos services administratifs nous renseigne que sur 500 députés nationaux, 279 députés sont présents dans la salle. Les quorums de siège étant largement atteints, nous pouvons siéger valablement. Juste le temps pour votre bureau d'âge et les experts ainsi que les services administratifs de s'organiser, de se préparer pour notifier nos collègues qui sont incriminés. Pouvons-nous procéder de cette manière-là, chers collègues? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? Alors, merci. Il a ainsi décidé, comme plus rien n'est encore inscrit à l'ordre du jour, la séance est suspendue. Nous vous remercions. Voilà, c'était là les doyens d'âge, l'honorable Christophe Kodian-Mpwanga, Christophe Mbosso Kodian-Mpwanga, justement, qui prenait pour la première fois la parole en tant que président de ce bureau provisoire. Mais hier, justement, avant cette séance, cette plénière consacrée à l'installation de membres de ces bureaux, il y avait beaucoup d'agitation à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est, à mon avis, tout à fait normal, parce que lorsque le peuple revendique ses droits, revendique sa liberté, lorsque le peuple veut s'approprier de son destin, son bourreau, généralement, résiste. Il y a des affrontements. Entre les assistants parlementaires se sont rentrés même dedans. Mais je vous dis, moi je vois le peuple et son bourreau s'affronter. C'est par là que je me souviens de M. Rossi, qui est décédé. Rossi Chimanga. Rossi Chimanga. Lorsqu'il mourait, il disait, le peuple gagne toujours. Et le peuple a gagné hier. Donc vous avez vu. Et quelles sont les autres étapes après l'installation? Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale règle la question. Lorsque le bureau des sages, le bureau d'âge, prend les affaires, eh bien, il ne peut que procéder à l'élection d'un bureau définitif. Parce que le bureau de Madame Mabunda, Janine, elle s'appelle comme ça, ce bureau-là ne répondait pas des députés qui l'ont élu, mais répondait de leur autorité morale, ce qui n'est pas bien, ce qui n'est pas conforme. Et les députés se sont dit non, notre mandat, il n'est pas impératif, nous sommes les représentants du peuple. Nous devons mettre un bureau qui reflète les aspirations des peuples qui nous a élus. Donc la voie pour la déchéance du bureau Mabunda est déjà ouverte. Mon cher ami journaliste, par élégance, lorsque vous êtes l'objet d'une élection et que vos électeurs vous retirent la confiance, la conséquence est vous devez humblement et sagement rendre le tablier. Ok. Démissionner. Démissionner. Voilà. C'est par ces termes que nous allons clôturer cette émission, à moins que vous ayez un mot à placer. Mon cher ami journaliste, je voudrais dire ici, je vais m'adresser à nos amis du FCC. Nous nous connaissons
nous sommes tous des Congolais. Ce qui se passe, ce n'est pas la victoire d'un camp sur un autre, mais nous voulons instaurer un état de droit. Je les invite, avant qu'il ne soit trop tard, de revenir à la raison. On ne peut pas défier un peuple de manière continuelle. Lorsque le peuple se lève, eh bien, le peuple achève toujours son bourreau. J'invite donc nos amis du FCC de revenir à la raison et de se plier à la volonté suprême du peuple congolais qui a son représentant, qui est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames, Messieurs, c'est par cette invitation, par cet appel de Maître Eboma Ablavi Michel, qui est conseiller principal du chef de l'État au Collège Mines et Énergie, que nous bouclons cette émission. Merci Maître Eboma. C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je pense que prochainement nous allons nous retrouver dans un autre cadre pour parler peut-être mines, parce que vous vous occupez des questions des mines au cabinet du président de la République. Merci bien. J'ai dit sincèrement merci au directeur Guillaume Koukoumamengi Pandji qui a coordonné et supervisé cette émission réalisée par Joe Koukou, à toute l'équipe technique. Nous vous disons sincèrement merci et nous prenons rendez-vous à la prochaine. Excellente soirée à tous. Au revoir. Il me